RMM, c'est 1935. Je n'ai pas de petite image. C'est Philadelphie, c'est nos amis anesthésistes. C'est eux finalement qui ont fait les premières RMM. C'est à partir de là que ça a démarré, donc ça a 80 ans, c'est là. C'est arrivé en France un peu plus tardivement, pardon. C'est l'HAS. C'est une institution, c'est la première loi, c'est 2004, et puis l'HAS a édité son guide et c'est devenu obligatoire à partir de 2010, donc ça a été vraiment institutionnel, il faut le faire, il faut le mettre en place, et c'est défini comme une analyse qui doit être collective, rétrospective, systématique, de cas marqués par la survenue de décès, de complications ou d'un événement qui aurait pu causer un dommage aux patients. Ça, c'est la belle définition de l'HAS, on essaye de tous le faire. Et l'objectif principal, il est défini aussi. C'est l'amélioration continue de la qualité de la sécurisation des soins. Puis il y a quand même des objectifs secondaires. C'est l'intérêt pédagogique. Juste pour mémoire, c'est cet objectif-là qui est prioritaire aux États-Unis. L'intérêt éthique et bien sûr l'action structurante. Alors l'organisation et les modalités d'organisation, c'est bien aussi la HAS qui nous l'a décrit. Voilà ce qu'elle dit, la responsabilité, les participants, la périodicité, le déroulement de la réunion. Toute une espèce de guidelines, mais finalement le sujet et les axes d'amélioration sont totalement libres, ce qui expose une grande hétérogénéité de ces RMM. Et lorsqu'on commence à aller chercher un petit peu plus loin dans la littérature, on se rend compte que c'est avant tout une littérature anglo-saxonne. Je vous ai dit que les anglo-saxons n'avaient pas les mêmes objectifs en RMM, et qu'il n'y a que 4 publications en langue française, une enquête de l'ASFA, 2 revues de la littérature. Finalement, la France est très très pauvre, on n'a probablement pas assez publié là-dessus. Alors malgré tout, on a tous instauré nos RMM progressivement dans nos services, et la RMM que je vais prendre comme exemple, c'est celle qu'on a eue en collaboration avec le gastroentérologue sur la prise en charge en urgence des cancers colorectaux. Pourquoi? Parce qu'il y avait un contexte, les chirurgiens râlaient. Il y avait eu 3 cas consécutifs de complications chez des patients traités en occlusion qui avaient eu un stent en urgence. Donc on est, ça y est, c'est la faute des stents, c'est pas possible. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que lorsqu'on a commencé, nous, chirurgiens, à aller regarder un petit peu dans la littérature, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de consensus, pas de recommandation qui concernait la place des endoprothèses dans la stratégie thérapeutique. Et puis, il y avait quelque chose quand même qui nous travaillait, c'était la publication de Sabag, qui disait, paru dans Annals of Surgery, qui a très bien montré que la mise en place de stents diminuait de manière significative la survie à 5 ans, 30% chez les sujets qui avaient un stent, versus 67% chez chirurgie première, et avec bien sûr des modifications anatomopathologiques à l'analyse plus précise. Alors là-dessus, on est parti avec une feuille de route. Et les objectifs, c'était d'aller analyser les cas litigieux, de faire aussi une analyse ensemble de la littérature pour arriver à définir une prise en charge optimale et puis mettre en place un suivi des actions. Finalement, une feuille de route d'HAS, ça nous convenait. Mais tout ça avec un double regard. Alors, on a commencé par définir la date, la recherche bibliographie et le mailing. Ça correspond à quelque chose de tout à fait classique lorsqu'on met en place une RML. La répartition des tâches. Bien sûr, avec la méthode d'analyse, alors je vais vous dire, la recherche biblio, ce n'est pas été que du PubMed et de la Cochrane. Je suis aussi allé regarder qu'est-ce qu'il y avait comme essai en cours ou abandonné, du moins ce qui a été publié, parce que ce qui est le plus intéressant souvent, c'est de savoir ce qui n'a pas été publié, d'essayer de savoir pourquoi. Et puis répartir les tâches, c'est donner la bibliographie, en principe c'est les internes qui nous font ça très bien avec des petits résumés, c'est leur donner les cas, mais pas les cas bruts, c'est leur dire voilà, vous faites l'analyse de telle façon, c'est une analyse systémique qui correspond en fait à la grille à l'arme. On va aller chercher tous les facteurs qui sont liés au patient, tâches à accomplir, c'est très variable. Alors je vous donne la grille, elle est un petit peu brute de forme quand on la voit comme ça, mais je ne la leur donne pas comme ça, sinon jamais ils ne feraient rien. Je leur explique un petit peu ce que j'attends d'eux. Il faut même aller jusqu'aux facteurs liés à l'organisation et au contexte institutionnel. Et puis le jour J, et j'ai bien mis 5 février 2014, vous allez comprendre après pourquoi, eh bien on a réussi à réunir une belle assemblée, 16 chirurgiens digestifs, il n'y avait pas que des internes, 6 internes et 3 chefs de clinique, tout le reste c'était du senior. Il y avait 5 gastroentérologues, que des seniors, je remercie ceux que je vois dans la salle, et un idéo-endoscopiste. Tout ça s'est bien réuni et on a discuté.
Alors, premier élément, c'était, on est allé voir qu'est-ce qu'il y avait dans la littérature. Et puis, le premier stade, c'est 1991, c'est du stade, un stade palliatif, 19 cas, 2 mots. Et puis depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, beaucoup d'articles, 3109 articles publiés. Ça, c'est Medline et Cochrane, on y va. Et bien sur ces 3109, énormément de cas ou de rétrospectives. Que 9 études randomisées. Et parmi celles-ci, 6 ont concerné des essais pour les stents bridge et 3 pour des stents palliatifs. Et puis seulement 2 méta-analyses. Alors ça, c'est ce qui a été publié. Et ce qui a été déclaré, et ça, c'est, vous allez voir, je vais un petit peu voir dans le clinical trial, et bien il y a 11 essais. Et lorsque l'on regarde un petit peu plus loin sur ces essais randomisés, 6 essais Stenbridge, 3 arrêts prématurés. Pourquoi? Parce qu'il y avait 10% de perforation. Parmi ces 3 arrêts prématurés, il y a le seul essai français, là, si vous avez utilisé le Stenbar, pas de chance, le Stenbar est retiré du marché, heureusement. 3 essais Sten palliatifs, un arrêt prématuré aussi. Pourquoi? Parce qu'un taux de perforation est également trop élevé. Dans les 11 essais cliniques du clinical trial, qu'est-ce qui reste? 2 essais ouverts encore, un chinois et un italien. 2, on ne sait pas ce que c'est devenu. Et puis, il y a quand même 7 essais fermés, donc 3 qui ont donné lieu à publication et 4 fermés sans publication. Donc, visiblement, il y a un problème. Et puis, dans les recommandations, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, là, c'est les grandes sociétés. On a l'ASFED, vous voyez, pas de problème. On a le Thésaurus aussi. Finalement, en février, c'était le D-Day. Il n'y avait que les Américains qui avaient donné des petites choses vraiment très, très light. Avant la chirurgie, ils disaient qu'il faut un accord médico-chirurgical, donc il faut discuter, s'entendre de ce que l'on fait. Et le stun pour le palliatif, ça va, mais pour le bridge, on ne sait pas trop finalement où l'on va. Donc on était parti avec ces bases-là, en sachant qu'on avait quand même affaire à une équipe de gastro-entérologues solides. Alors je remercie le docteur Legros pour la diapositive qu'il a bien voulu me passer, mais avec sa permission, où vous voyez que l'équipe de gastro-entérologie a quand même publié son expérience. Et leur taux de perforation est tout à fait dans les normes, 3,7%, donc vraiment pas grand-chose, pour 135 patients consécutifs, et c'est tout à fait dans les bornes de ce qui est rapporté par Garcia en 2013, 0,8% de perforation. Alors on a fait la RMM, on est à la cas, des choses tout à fait standards, on ne va pas les dire complètement. Qu'est-ce qu'il faut noter? Que le cas 1, c'était un Stenbridge, une histoire d'abcès du flanc. On a dit, bon, finalement, ce diamètre de la prothèse, la manipulation, la souffrance viscérale. Le cas 2, c'était une personne beaucoup plus âgée. On partait a priori plus pour un palliatif, vu l'état général. On a mis le stent au cours de la coloscopie, comme ça. Tout se passe à peu près bien. L'occlusion récidive, ça se finit en Hartmann. On a dit, bon, c'est l'ancienneté du syndrome occlusif, c'est les souffrances sécales, c'est les comorbidités. Puis le cas 3, donc on a analysé, c'est bien quelqu'un beaucoup plus jeune, syndrome occlusif, donc 64 ans, mise en place d'un stent également au cours de la coloscopie, reprise du transit, puis 4 jours plus tard, la résection antérieure, fuite, fistule post-opératoire et Hartmann en urgence. Alors on aurait pu en rester là, mais là, c'est pas une RMM quand on a resté là. Là, on a oublié tous les trous du fromage. Et la RMM, c'est essayer d'aller voir plus loin que le patient et le soignant, parce que ça, c'est toujours facile à trouver les fois. C'est aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'équipe. On a une équipe expérimentée qui a fait des publications, on a des endoscopistes interventionnels. Vous avez vu, M. Legros, il nous présente des choses très très bonnes. On a une organisation aussi derrière. L'organisation, c'est que, je suis Limoges, on a 2 circuits patients, ceux qui arrivent directement en gastro, ceux qui passent par les urgences, et puis en fonction de qui appelle, du jour, du vendredi, du samedi, on sait que le vendredi et le samedi, on va mettre plus facilement des stents, ça va plus vite. Bon, c'est comme ça. Et puis, il y a toujours la répartition des tâches, puisque finalement, lorsqu'on fait l'endoscopie diagnostique, les stents, si j'ai bien compris, ça ne prend pas plus de temps, c'est dans le même geste, c'est dans la suite du geste. Et puis il faut reconnaître, et ça on l'avait déjà reconnu, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de recommandations. Donc on a un petit peu déroulé un petit peu plus loin, et il fallait dérouler. Si on fait une RMM, on ne se limite pas à regarder ce qu'a fait le soignant et ce qu'a ressenti le patient. Alors, on a dit qu'il faut mettre en place des actions d'amélioration. Alors qu'est-ce qu'on a décidé? Mais tous ensemble, donc, je vous rappelle, on était quand même nombreux. Il fallait s'informer systématiquement. Informer systématiquement le chirurgien digestif référent, c'est-à-dire le senior ou celui de garde, avant tout poste de stent, et ce, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit. Il faut toujours réévaluer les patients. Vous
vous avez vu, il y a 2 patients qui ont dû être réopérés en urgence, Hartmann et puis un autre sont opérés un petit peu trop tôt derrière la mise en place du stent, puisqu'on a dit qu'il fallait également respecter ce délai de 8 à 15 jours entre la pose du stent et l'acte chirurgical. Puis on a dit qu'il faut suivre nos actions pour réévaluer nos pratiques. C'est bien commode parce que en juin sont sorties les recommandations de l'ASFED, place des prothèses coniques dans la stratégie thérapeutique du cancer colorectal. C'est sorti il y a 15 jours. Donc là, tout est dit. Et qu'est-ce qui dit? Que finalement, notre démarche, qui a été à double regard, était complètement dans l'air du temps. Puisque parmi toutes ces recommandations, la première, c'est une discussion médico-chirurgicale doit avoir lieu dans toute décision thérapeutique. La prothèse conique, et là ça y est, maintenant on sait, elle est contre-indiquée. Elle est contre-indiquée en cas de perforation de souffrance clinique ou radiologique, on ne l'a pas toujours bien regardé. En situation curative, elle est contre-indiquée également, et elle ne peut être acceptée qu'en situation palliative. Alors où c'est qu'on en est maintenant dans notre suivi d'action? Bien, le stent bridge n'est plus un événement porteur de risque, mais devient un événement indésirable, grave. Donc maintenant, on va suivre tous les stents bridge et les stents palliatifs, car pour dire palliatif, il faut le faire. Alors peut-on évaluer, a-t-on les moyens d'évaluer l'impact d'une RMM sur la qualité des soins? Parce que finalement, la chaîne, ça dit, on met en place les RMM pour améliorer la qualité des soins. Qu'est-ce qui a été mesuré? Je vous ai dit, il n'y a que 4 publications françaises, donc quasi pas. Qu'est-ce qui a été mesuré jusqu'à présent? Pas de chose. On a mesuré la mise en place des RMM, bon, bien sûr, elles sont obligatoires, bon, comme c'est déclaratif, c'est à 100%. On a évalué les modalités d'organisation, c'est Lazare, l'impact sur la qualité de la formation, oui, on est un petit peu plus sur les Américains. Mais dès qu'on veut aller mesurer l'impact sur la qualité des soins, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce qu'il n'y a pas d'outils de mesure. Alors quelques équipes ont essayé de développer des outils de mesure. C'est l'utilisation, par exemple, ce qu'a rapporté Duclos. Duclos, c'est les mêmes équipes, c'est Lyon, ils sont excessivement en pointe là-dessus. C'est l'utilisation de systèmes de monitorage informatisés pour des complications très ciblées. C'est l'essai Confucius qui est en cours, l'impact de l'RMM multidisciplinaire sur la confusion post-opératoire des sujets âgés. Et puis, c'est l'approche qui est assez intéressante du PDCA. Plan do Check Act, qui est intégré dans les RMM, c'est Vogel qui a publié ça, et qui permet ainsi, en suivant absolument le taux de complication, principalement le taux de fistule après un astomose coloconique ou colorectal, de ramener le taux de fistule de 5,7% à 2,8%. Alors, en message, qu'attendre d'une RMM? Avant tout, c'est changer la vision. On n'a pas tellement d'outils de mesure. Donc, essayons au moins de changer notre vision. Il faut raisonner en équipe. Moi, je suis pour les RMM pluridisciplinaires. On essaye un maximum. Faire une analyse systémique, je crois que c'est mieux. Essayer d'apprendre de nos erreurs. Il faut penser besoin et pas exigence. On ne prend pas la grille à l'arme, on ne donne pas aux internes comme ça parce qu'on ne comprend rien. C'est vraiment pas possible. On a besoin de s'approprier des outils. Et pour diminuer il faut aussi, le but, bien sûr, c'est de diminuer les complications et la mortalité. Et la RMM, ça ne doit surtout pas être ça. Il n'y a pas de responsable, il faut analyser ce qui est arrivé, il faut mettre en place des plans d'action et ne pas faire l'autoflagellation. C'est un outil, ce n'est pas un outil de stade de complications. Je vous remercie.